Chers amis, bonjour. Nous avons abordé la première partie de la vie d'Otto von Bismarck, qui se terminait par sa rencontre avec le roi de Prusse, Guillaume Ier, rencontre au cours de laquelle il accepta la présidence du Conseil le 22 septembre 1862, ce qui décida le roi à conserver sa couronne. Bismarck allait dès lors mobiliser toute son énergie pour redresser la Prusse et réaliser son rêve, l'unification allemande. Le risque était terrible. Il fallait dissoudre le Landtag, suspendre le droit de réunion et la liberté de la presse, s'appuyer sur la police et sur l'armée, déplaire au peuple. Il fallait en somme le fer et le feu pour guérir l'infirmité de la Prusse. C'est à cette tâche gigantesque que Bismarck allait désormais s'atteler. Le portrait qu'il nous laisse de lui à cette époque est impressionnant. Son allure est martiale, ses grandes moustaches tombantes dissimulent une bouche aux lèvres minces et serrées, au sourire inexistant. Sa mine est sévère, son regard glacial. C'est cette image de lui qu'il souhaite donner au monde, une image sans concession, dans la dureté, une image qui gommait les moindres sentiments. Il ne devait revoir Cathy qu'une fois, en octobre 1862, à Bellefontaine, près de Fontainebleau. Mais en dépit de son emploi du temps démentiel depuis qu'il a pris ses nouvelles fonctions, il lui écrit des lettres rédigées en français, même pendant les délibérations des chambres et sur le papier officiel du Landtag. Voici quelques bribes de ces lettres que j'ai sélectionnées car elles ne manquent pas d'intérêt et prouvent que les sentiments de Bismarck ne se sont pas émoussés. 4 février 1863. C'est amusant qu'à 200 lieues de distance, nous ayons eu la même idée de faire danser chez nous le 14. Zwei Seelen und ein Gedanke. 2 âmes, une seule pensée. 11 février 1863. Si l'âme a la faculté qu'on lui attribue de faire vibrer à travers l'espace les sensations qu'elle éprouve, vous devez sentir tous les jours, de 3 heures à 4 heures au moins, ce que je pense à vous. 16 septembre 1863. Je me console à ouvrir mon porte-cigare où je trouve toujours à côté d'une de vos grosses épingles une petite fleur jaune cueillie à Superbannière, une mousse du port de Vénasque et une branche d'olivier de la terrasse d'Avignon. Sentimentalité allemande, direz-vous. C'est égal. J'aurai un jour la satisfaction de vous montrer ces petits souvenirs du temps joyeux, auquel je rêve, comme au paradis lost, paradis perdu. Soyez charitable en lettres pour votre pauvre oncle. Tout à vous, von Bismarck. Cathy est, semble-t-il, très touchée par cette sensibilité allemande, car elle écrit à l'ami « J'ai gardé les petites fleurs et la mousse du port de Vénasque. » Après une brève rencontre, en septembre 1864, Bismarck retrouve ses amis Orloff à Biarritz, au début du mois d'octobre. Mais il n'est plus aussi libre qu'autrefois. Et dès le 25, le Premier ministre de Prusse est rappelé au devoir de sa charge et doit se rendre à Paris, où il est reçu à Saint-Cloud par l'empereur et dîne avec Drouin de Lhuys, ministre des Affaires étrangères. Toutefois,
il trouve le temps pour envoyer une lettre à Cathy qui lui répond aussitôt. Elle signe « Votre Cathy » et l'appelle « Onkel Chen », petit-oncle. Les mois suivants, malgré ses multiples responsabilités, il continue à lui écrire des lettres touchantes et poétiques. Celui qui, au fil des années, s'est dessiné le portrait d'un homme dur et inflexible, le chancelier de fer, redouté par tous, reste en son fort intérieur un poète, un rêveur, un sentimental. Un jour, à Galsteinbad, il manque la visite que l'empereur d'Autriche François-Joseph fait à Guillaume Ier pour l'inviter à participer au congrès des princes. Pourquoi? Il le raconte lui-même. J'étais assis sous les sapins. Au-dessus de moi, il y avait un nid de mésanges, et j'étudiais, montre en main, combien de fois par minute l'oiseau rapportait une chenille, ou toute autre nourriture à ses petits. Écologiste avant l'heure, défenseur de la nature et des animaux, Bismarck se ressource régulièrement dans la solitude de la forêt et le poète supplante alors le politique. On a retrouvé, il y a quelques années, des poèmes charmants écrits entre 1863 et 1869. En voici l'un d'eux, assez significatif, dans lequel il exprime sa révolte, son impuissance et son désarroi devant l'injustice dont est victime un G. Je sens couler mes larmes quand je vois que s'alarme le G pour les petits sont tombés hors du nid. Je recherche et ne trouve que des plumes sous les rouves. Je sens couler mes larmes face au sort qui s'acharne sur l'oiseau le plus pur et me heurte à un mur. Je sens couler mes larmes et demeure sans armes. Certains de ces poèmes sont glissés subrepticement dans le courrier qu'il continue à adresser à sa chère nièce. Et voici qu'en juin 1865, celle-ci écrit à l'ami. Revenez à Biarritz, car, sans l'oncle, Biarritz serait impossible, et je me réjouis tant de vous revoir. En octobre, Bismarck ne peut rester insensible à cet appel. Les affaires de l'État pourront bien attendre quelques semaines. En octobre, accompagné de son épouse et de sa fille, Marie, le chancelier arrive dans la cité balnéaire. Hélas! Il apprend à l'hôtel que la chère nièce a décommandé ses chambres à cause de l'épidémie de choléra signalée à Bordeaux. Elle-même est à Torquay. Elle a cédé aux instances de sa mère, mais négligé de prévenir l'ami, qui lui écrit amer. « Vous m'avez fait passer ici des semaines d'ennui et de misère. Je suis démoralisé au point de préférer Berlin à Biarritz. C'est un séjour bien misérable, et il est peu probable que j'y retourne jamais. Aujourd'hui, je suis désillusionné et j'emporte une impression d'ennui et de tristesse. Ce n'est qu'en votre absence que j'ai fait l'observation que les vins de M. Gardère sont mauvais. Le siphon a un goût métallique. L'eau douce est sans fraîcheur. La glace manque absolument. Tous les lits sont trop courts et sentent le moisi. J'ai cherché la fontaine de jouvence et j'ai vieilli de 10 ans, ce qui me met juste à la soixantaine. Après une dernière et brève rencontre en Allemagne, leur correspondance se fait plus rare et moins affectueuse. Bismarck se consacre désormais à son grand projet,
l'unification de l'Allemagne comme un sacerdoce. Mais ce que j'ai découvert également, en me penchant sur Bismarck, derrière son aspect impressionnant, presque terrifiant, c'est que l'ambition de Bismarck était certes d'unifier l'Allemagne, mais en évitant la guerre, et surtout sans faire la guerre à la France. Bismarck n'a jamais considéré la guerre comme moyen de fortifier une nation. Dans toutes ses lettres du moment, il ne cache pas son hostilité à la guerre et répète constamment non seulement à des étrangers qu'il veut rassurer, mais aussi à ses intimes, qu'à la vue des champs de bataille, et plus encore celle des hôpitaux militaires, cette vue l'ont rendu circonspect. Et d'ailleurs, dit-il au Landtag à la fin de l'année 1866, même dans une guerre heureuse, nous n'aurons rien à gagner. L'empereur Napoléon III, contrairement aux autres dynasties françaises, a reconnu dans sa sagesse que la paix et la confiance étaient dans l'intérêt des deux nations, qu'elles n'étaient pas destinées par la nature à se combattre mutuellement, mais à cheminer toutes les deux en bonnes voisines sur la voie du progrès. En réalité, il faut bien en convenir, la responsabilité de la catastrophique guerre de 1870, la guerre la plus stupide de notre histoire, incombe bien plus à Napoléon III qu'à Bismarck. Pour l'historien William Sherman, auteur d'une nouvelle histoire militaire de la France, Fayard 1998, ce qui est clair, c'est que Napoléon III a fait une énorme boulette en déclarant la guerre sans qu'il y ait à l'époque le casus belli. La patrie n'était pas en danger et l'empereur, mal conseillé, s'est laissé influencer par les ultra-conservateurs du régime, dont sa propre épouse Eugénie. Un député qui soutient alors que la guerre avec la France est inévitable, Bismarck réplique: « Je ne veux pas tenir la guerre pour absolument inévitable. Je ne vois en effet, ni pour la France, ni pour nous, aucune raison sérieuse de recourir aux armes. Ce n'est que pour l'honneur du pays, à ne pas confondre avec le soi-disant prestige, pour ses intérêts vitaux, que l'on doit commencer une guerre. Aucun homme d'État n'en a le droit simplement parce que, d'après des considérations subjectives, il la tient pour inévitable dans un délai donné. » Si, de tous les temps, les ministres des Affaires étrangères avaient suivi leurs souverains ou leurs généraux sur les champs de bataille, l'histoire aurait eu moins de guerres à enregistrer. J'ai vu la jeunesse périr sur le champ de bataille, et ce qui était pire encore, dans les ambulances. Je vois maintenant de ces fenêtres mains mutilées lever la tête en passant dans la Williamstrasse et penser: s'il n'y avait pas eu cette méchante guerre, je serais aujourd'hui chez moi et en bonne santé. Aussi, n'aurais-je plus une heure de tranquillité si je devais me reprocher d'avoir agi avec légèreté ou par ambition, ou même par manie de gloire pour la nation. À la fleur, à qui il adressait chaque année ses vœux en souvenir d'un bon temps révolu, il écrira: « Je peux vous assurer que j'aime trop la France pour souhaiter une guerre avec ce pays où j'ai vécu des moments si heureux. » L'appétit de territoire de Napoléon III, notamment avec l'affaire du Luxembourg, un appétit qui n'était justifié que par des raisons de prestige, finira par avoir raison des relations pacifiques et amicales que le gouvernement prussien entretenait avec notre pays, et finalement Bismarck va commencer à changer d'attitude envers Napoléon III et envers la France, qui, de plus en plus ouvertement,
souhaite la guerre. Lorsqu'il sera prisonnier des Prussiens, Napoléon III affirmera d'ailleurs haut et fort que c'est la France, et non lui, qui avait voulu la guerre, et il écrira même « Cette guerre que j'ai faite contre mon gré, afin de satisfaire les vœux du pays tout entier, est une leçon qui doit nous profiter à tous. » Le ton de Bismarck va donc commencer à devenir âpre vis-à-vis de la France, au début de l'été 1870, et il envisagea désormais de plus en plus la possibilité d'une guerre, mais sans le moindre enthousiasme et avec une certaine crainte, même en envisageant la victoire. Voici ce qu'il confia à son ami Keyserling lors d'un entretien confidentiel. Si pour finir la Prusse était vainqueur de la France, où cela mènerait-il? Si on y gagnait aussi l'Alsace, il faudrait en occuper constamment les places fortes. Mais c'est impossible, car à la fin les Français trouveraient tout de même des alliés, et alors cela pourrait devenir terrible. Ces propos, qui datent de 1868, étonnent par ce qu'ils ont de prophétique. Bismarck était un visionnaire. La guerre finira donc par éclater entre la Prusse et la France le 19 juillet 1870, et les États de l'Allemagne du Sud, considérant la France comme l'agresseur, soutiendront militairement la Confédération d'Allemagne du Nord. La France subit une défaite humiliante, l'une des plus humiliantes de son histoire. On a dit que Bismarck avait cyniquement prémédité et provoqué cette guerre franco-prussienne de 1870. Il l'a provoquée incontestablement, en tronquant tendancieusement un document qui embrasa l'opinion publique française et entraîna Napoléon III à déclarer la guerre à la Prusse, la fameuse dépêche d'Ems. Il l'a également prémédité, mais je ne pense pas que ce soit de façon cynique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en dépit de ses sympathies pour la France, Bismarck avait une ambition, une seule ambition, l'ambition de sa vie, et on ne le redira jamais assez, c'était de réaliser l'unité allemande, et pour centrer sur Berlin les divers peuples de l'Allemagne, il avait besoin, en cette unification, il avait besoin, en 1870, de remporter une victoire qui scellerait en tout cas cette unification, une victoire sur le pays le plus puissant en Europe. Or, ce pays se trouvait être la France, dont on considérait alors l'armée comme la meilleure du monde. À contre-cœur, sans doute, mais sans hésitation, il fit tout à ce moment-là pour que la guerre éclate entre la France et l'Allemagne unifiée, d'autant plus que la France ne demandait que cela, la guerre. La France subira, nous l'avons dit, une défaite particulièrement humiliante. Et le 18 janvier 1871, à Versailles, fut proclamé l'Empire allemand. Les victoires éclatantes de la Prusse avaient décidé tous les États allemands à entrer dans la nouvelle confédération. Désormais, l'Allemagne était unie. Au nom de tous les souverains germaniques, le roi de Bavière offrit au roi de Prusse la couronne impériale devant un autel dressé dans la galerie des glaces du palais de Versailles. Guillaume Ier passa devant tous les drapeaux inclinés et lut lui-même le décret qui rétablissait l'empire de Charlemagne. Bismarck savourait ce qu'il considérait un peu, à juste titre, comme sa victoire. Mais
contre son avis, Guillaume n'épargna pas le vaincu, et la paix qu'il voulut assurer au monde était une paix menaçante, accablante, une paix qui ne pouvait que favoriser l'éclatement d'une nouvelle guerre. Bismarck, au contraire, une fois la guerre terminée, était prêt à traiter rapidement avec la France et à renouer de bonnes relations, et peut-être même des relations privilégiées entre ces deux grandes nations, ces deux grands peuples, autour desquels il imaginait que pourrait se construire un jour une Europe forte et généreuse. C'est sous la pression de Guillaume et de l'état-major que Bismarck exigea la cession de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine avec Metz. L'idée du grand état-major de Berlin, approuvée par l'empereur, était de constituer autour de Metz et de Thionville un réduit fortifié, un butoir puissant où toute attaque éventuelle de la France ne pourrait que se briser contre lui. Mais Bismarck, qui connaissait parfaitement le tempérament français, savait bien qu'une telle perte de territoire serait pour la France une plaie ouverte, et que l'idée de revanche ne pouvait que naître d'une telle mutilation. C'est la raison pour laquelle il n'avait exigé ces territoires français qu'à contre-cœur. Cette idée de revanche, dont le royaliste Charles Maurras dira un jour qu'elle devait être, durant presque toute la période qui suivit, la reine de France, allait devenir une obsession pour les Français, avec celle de récupérer nos deux provinces perdues. Bismarck mesura vite la profondeur et la violence de ce sentiment, et il écrira à Lafleur, en 1873, qu'il comprenait parfaitement ce que ressentaient les Français et qu'il aurait souhaité que la guerre se termine sans aucune perte de territoire pour la France vaincue, car il s'agissait pour lui, désormais, de construire une Europe unie où chaque pays, et en premier lieu la France, aurait son rôle à jouer. Même si les gouvernements républicains cultivaient l'esprit de paix à l'intérieur et à l'extérieur, il n'en forgeait pas moins une armée nouvelle, nationale, appuyée sur un service de 3 ans. Et Bismarck pressentit, peut-être avant tout le monde en Allemagne, qu'une nouvelle guerre entre les deux pays éclaterait tôt ou tard, même si le nouvel empereur, Guillaume II, et son ministre Bülow étaient pour la paix. Elle éclaterait irrémédiablement tant que l'Alsace et la Lorraine seraient allemandes. Bismarck va donc s'efforcer de supprimer les tensions entre les deux pays en éliminant ou en réduisant le plus possible le nœud du problème, les territoires annexés par l'Allemagne, l'Alsace et la Lorraine. Sans scrupule, quand il s'était agi à un moment donné de rendre inéluctable une guerre considérée par lui comme nécessaire au succès de sa politique, il n'a pas manifesté par la suite de sévérité et d'hostilité envers la France, comme on l'a fréquemment prétendu. Bien au contraire, il va s'efforcer de renouer le dialogue et il va trouver dans cette recherche un partenaire inattendu en la personne de Léon Gambetta. Oui, celui qui s'était si violemment élevé contre la reddition honteuse de la France. Le 28 octobre 1871, un cousin de Bismarck, le comte Henckel de Donnersmarck, épousait à Paris, en l'église de la Rédemption, Thérèse Lachmann, que tout le monde connaissait alors sous le nom de La Paiva. Il faut ici, si vous le voulez bien, ouvrir une parenthèse pour dire quelques mots sur cette femme extraordinaire, sans doute l'une des plus exceptionnelles figures de la femme du XIXe siècle. Elle est née à Moscou, dans une famille misérable, a connu la prostitution,
puis, grâce à son audace inouïe et à sa volonté farouche, gravira tous les échelons de la société jusqu'à ce jour de consécration, à savoir ce mariage prestigieux avec ce gentilhomme prussien qui possède une fortune immense et qui est le propre cousin du chancelier Bismarck. Veuve d'un tailleur français, maîtresse du musicien suisse Henri Hertz, qu'il avait introduit à la cour, sous le règne de Louis-Philippe, puis épouse du marquis portugais Araújo de Paiva, elle fut ce que l'on peut appeler une courtisane. Mais c'était une femme d'une intelligence peu commune et d'une culture encyclopédique qui désarmait même ses plus virulents détracteurs. Les Donnersmarck mènent une vie luxueuse à Paris, dans de magnifiques demeures. Ils sont reçus à déjeuner à l'Élysée par le président de la République, Adolphe Thiers, et le salon de la comtesse de Donnersmarck est l'un des plus fréquentés de Paris. Tous les vendredis, on y rencontre des musiciens, des écrivains, des artistes, mais aussi des hommes politiques. C'est ainsi que l'homme le plus en vue de la politique française, Léon Gambetta, dont le prestige est considérable depuis la guerre de 1870, devient la vedette du salon de Thérèse. Il y rencontre le nouvel ambassadeur d'Allemagne, le prince de Hohenlohe-Schillingsfürst, et le fameux banquier allemand Birkroeder, homme de confiance de Bismarck. Quand on lui reproche à la Chambre ces vendredis, le tribun répond qu'il est préférable de voir les Allemands chez eux. Thérèse aspire de plus en plus à jouer un grand rôle dans la politique internationale. Elle veut être le responsable, la responsable du rapprochement franco-allemand qui pourrait maintenir la paix en Europe. C'est bien aussi cela que désire de plus en plus ardemment Bismarck, plus francophile que jamais, mais qui reste en France l'ennemi juré. Gambetta est invité à Pontchartrain, la demeure des Donnersmarck, où il est reçu chaleureusement. Il écoute avec attention les suggestions du comte et de son épouse, et intéressé par celle-ci, il accepte finalement de se rendre en Allemagne pour rencontrer Bismarck. Le sujet de l'entrevue sera une négociation sur l'Alsace-Lorraine. Une ébauche d'un règlement des provinces françaises occupées pourrait être façonnée. Premier pas considérable vers un règlement global et peut-être le retour rapide de l'Alsace et de la Lorraine dans le giron français. Dès lors, plus rien ne s'opposerait à une véritable réconciliation et l'établissement de bonnes relations sur de nouvelles bases. Une dépêche envoyée par le comte en avril 1878 annonce au chancelier de fer, l'arrivée imminente de l'homme d'État français. Envoie demain, arrive Berlin lundi soir, détails suivront. Mais au dernier moment, Gambetta, en proie au doute, se récuse et s'excuse. Décidément non, il n'ira pas voir Bismarck. Celui-ci regrette profondément cette décision et confie à ses proches que désormais une nouvelle guerre était possible et même probable. Intérieurement, le chancelier va être aux prises à partir de 1872 avec la montée en puissance de deux nouveaux partis. Le parti du centre catholique, Zentrum, et le parti social-démocrate, SPD, sans oublier les Lorrains et les Alsaciens protestataires. Le Kulturkampf, campagne contre le catholicisme et la minorité polonaise qui démarre en 1872, est un énorme échec. Il attaque les sociaux-démocrates de deux manières. Le parti et ses organisations sont interdits, alors que les classes ouvrières sont calmées par une législation très progressiste, garantissant la retraite et une assurance contre maladies et accidents. Il fonde le Mark en 1873
réorganise l'armée d'Empire et la justice d'Empire. C'est cette même année qu'il écrit une lettre empreinte de nostalgie à sa chère nièce, pour laquelle il est intervenu pendant la guerre franco-allemande afin de protéger la demeure de la famille de Ketz, près de Fontainebleau, qui était occupée par les Allemands. J'éprouve, en relisant votre lettre, écrit le tout-puissant chancelier, un plaisir mêlé de tristesse qui nous donne, en présence des platitudes actuelles, le souvenir du temps qui n'est plus. Nous étions si bien au soleil de Biarritz, et je suis si mal, grelottant dans le souffle glacial de notre brise de printemps. J'ai oublié de stipuler, à la paix de Francfort, le droit pour moi de retourner à Biarritz sans que les baigneurs, nos amis, me noient. Le 20 mai, la princesse envoie au chancelier sa dernière lettre. Elle l'appelle « Mon cher Bismarck » et signe « Cathy Orloff ». Et puis, le 4 août 1875, survient la terrible nouvelle. Cathy meurt brusquement d'une maladie de rein à l'âge de 35 ans. Son mari est effondré. Il ne trouve pas la force d'apprendre ce drame à Bismarck. Il ne lui apprendra que le 25 septembre, et Bismarck à son tour est effondré. Il répond aussitôt au prince Orloff en français. La perte d'une femme pareille, c'est l'extinction d'un rayon de soleil qui, par la bonté de Dieu, vous était échu en partage, réjouissant et animant tous ceux qui avaient le bonheur d'en subir le contact. Le souvenir qui me reste du temps où j'en ai éprouvé le charme m'accompagne à travers les émotions et les déboires de la vie politique, comme le dernier reflet de la lumière d'une belle journée qui n'est plus. Jusqu'à sa mort, Bismarck portera, pendu à sa chaîne de montre, un petit médaillon d'onyx que Katz lui avait donné, sur lequel était inscrit ce petit nom si doux. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'amour qu'il éprouva pour Katz n'éloignera jamais le chancelier de son épouse. Le 7 décembre 1870, il lui avait écrit de Versailles. J'ai froid intellectuellement, et il me tarde d'être auprès de toi dans la solitude de la campagne. Un cœur sain ne saurait, à la longue, supporter cette vie de cour. Toujours, il soignera sa Johanna, son trésor, sa bien-aimée, son cher cœur, avec tendresse, lui offrant des robes, des bijoux, des fleurs, 1000 petits cadeaux. Bismarck est une si forte personnalité qu'il n'a besoin ni d'une égérie, ni d'une collaboratrice. Il lui suffit que Jeanne soit la gardienne du foyer, qu'elle le soutienne et l'encourage. Elle est, dit-il, l'ancre sur le bon côté de la rivière. Les années passent. La flamme de cet amour remarquable vacille quelquefois, mais elle ne s'éteint jamais. Autocable à Johanna de Friedrich Schorsch. Je ne puis rester ici sans chevaux et sans épouse. Nous rentrons demain. Parmi les lettres intimes les plus émouvantes de Bismarck figure celle-ci qu'il lui écrivit lorsqu'il approchait des 72 ans. Je remercie Dieu et toi de ces 40 années d'amour fidèle et sans faille. Il y eut 14 610 jours, 2088 dimanches, 29 février. De bons et mauvais jours, mais beaucoup plus de bons que de mauvais.
La chance qui avait toujours servi Bismarck finira par tourner brusquement. Le moment vint, écrit Alexandre de Hohenlohe, où rien ne pouvait plus réussir à l'homme d'État vieillissant. Il est caractéristique que Jacques Bainville, qui nous présente Bismarck comme l'homme d'État n'ayant connu que des succès, s'abstient de nous parler de lui après 1880. Durant ces années, pourtant, Guillaume Ier affaibli le laisse gouverner à sa guise et sa place de chancelier n'est nullement menacée. Elle pourrait l'être sous le règne de son successeur, à qui son mariage avec une princesse anglaise a donné des idées libérales. Mais le futur Frédéric III ne lui est pas hostile, contrairement à ce qu'on a dit parfois. Frédéric III mourra après seulement 99 jours de règne, et c'est le Kaiser, Guillaume II, qui lui succéda en 1888, enragé d'avoir été si longtemps tenu en laisse et impatient de gouverner lui-même. Les jours de Bismarck à la chancellerie vont donc être comptés. À partir de ce moment-là, bien qu'il ne s'en rende pas compte, il aurait voulu, a-t-on dit, que son fils lui succédât. Vrai ou faux, le bruit arrive aux oreilles de l'empereur qui confia au prince Chlodwig de Hohenlohe, au cours d'une chasse: il s'agit de la question suivante: dynastie Hohenzollern ou dynastie Bismarck? L'occasion est donnée par les élections de 1890, où le centre catholique et les sociodémocrates réalisent tous deux une percée. Bismarck doit se retirer sur les instances de Guillaume II. Viendra alors pour Bismarck le temps du chagrin et de la rancune. Le 26 novembre 1894, Johanna meurt. Il écrit alors à un ami: « Le monde ignorera toujours ce que ma femme a fait pour moi. Elle a été mon ange gardien. » Il se laisse bientôt gagner par le chagrin et par l'amertume. Cet homme était-il donc vraiment dépourvu de guémoute, de sentiments et de sensibilité? Certainement pas. S'il effraie certes par sa violence et ses rancunes, s'il ignorait le pardon, rendons-lui au moins cette justice: il a aimé. Il a aimé avec passion. Le vieux lutteur ne s'apaise pas en vieillissant. La rancune, la méfiance, une certaine misanthropie vont peu à peu remplir son cœur brisé par la disparition de Johanna. C'est un être contradictoire et tourmenté que rencontrent les quelques fidèles qui viennent lui rendre visite. Un homme qui a besoin de la lutte, mais ne la supporte pas, qui crache sur le pouvoir et ne peut s'en passer. Il confie au ministre Radowitz: « Je suis comme Frédéric II. Plus j'apprends à connaître les hommes, plus j'aime les chiens. » Bismarck passera les dernières années de sa vie à écrire ses mémoires et à s'opposer à la politique de Guillaume II qui conduit vers la guerre avec la France. Il s'éteindra en 1898 à Friedrichsruhe, portant toujours sur lui le médaillon d'onyx de Kate et une mèche de cheveux de sa chère Johanna. Comment puis-je peindre Bismarck? Disait Lenbach, son peintre attitré. Il me regarde avec 100 paires d'yeux différentes. C'est ainsi, avec 100 paires d'yeux différentes, que Outre-Rhin et Outre-Tombe continuent à nous regarder cet homme génial et machiavélique, ce francophile qui fit la guerre à la France, ce soldat inflexible
qui avait su cacher sous un masque d'airain un cœur toujours prêt à s'enflammer. Un cœur de poète. Tendre et sentimental. Bismarck. Je vous remercie.